Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le délégué départemental du Rassemblement national et conseiller régional Grand Est, Sébastien Habert. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer tout de suite évidemment le scrutin qui est le plus proche maintenant dans le temps. Ce sera le 9 juin en France, les élections européennes. On va se baser d'abord sur le tableau des derniers sondages, d'un des tout derniers sondages, où Jordan Bardella, votre tête de liste, est donc accrédité de 31%. La liste de Valérie Hayer est donc à 17%, la majorité présidentielle, pardon. Raphaël Glucksmann à 12-13%. Votre commentaire, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes très, très nettement en avance depuis de longs moments maintenant. Oui, effectivement, on est en avance depuis quasiment le début de la campagne, ce qui finalement ne rend pas la tâche plus facile, puisque c'est beaucoup plus facile de commencer bas et de monter. Là, il faut tenir sur la durée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on voit à travers ce sondage qu'on a la confiance des Français, que dans ces élections de mi-mandat, Jordan Bardella devrait l'emporter avec un nombre assez important, je pense, de députés européens pour la délégation française. Néanmoins, on sait que dans ce type d'élection, notre ennemi principal, c'est l'abstention. Je crois qu'un sondage qui est paru ce week-end dit que seulement 40% sont sûrs d'aller voter à ces élections européennes. Ça veut dire qu'il faut encore aller chercher chez les abstentionnistes, qu'il faut continuer de convaincre. C'est ce que nous faisons, nous, pour mobiliser notre camp à l'échelle départementale. On l'a fait avec, en plus de nos réunions habituelles, 3 réunions de proximité avec des cadres nationaux et à destination de nos cadres locaux, de nos militants, des sympathisants, mais aussi... Et vous ne parlez que d'Europe lors de ces réunions Alors, c'est des réunions essentiellement qui portent sur l'Union européenne. Les premières, on a fait de la pédagogie où on transmettait notamment des PowerPoint sur le fonctionnement de l'Europe, de l'Union européenne, sur ce que nous, on a proposé, sur le fonctionnement, sur ce qu'on veut améliorer, sur notre programme. On a présenté tout ça de manière à vraiment sensibiliser. Donc le RN est devenu un parti pro-européen, on peut dire ça aujourd'hui, alors que c'est tout le paradoxe, hein. Vous êtes aujourd'hui largement en tête, on sait qu'il y a quand même plus qu'une défiance sur le fonctionnement actuel de l'Union européenne. Est-ce que vous présentez clairement aujourd'hui comme un parti pro-européen? On va discuter de la façon dont vous entendez mener cette Europe, mais en tous les cas, pour vous, plus de Frexit, plus de sorties possibles aujourd'hui? Bah, écoutez, par rapport à il y a 10 ans en arrière, notre discours a évolué pour une raison simple, c'est que nos courants d'idées dans les différents pays européens ont progressé partout. C'est qu'aujourd'hui, nos alliés arrivent au gouvernement dans un certain nombre de pays. C'était le cas en Italie avec Matteo Salvini, par exemple. Et donc, plutôt que tout casser, on préfère changer les choses de l'intérieur. On a des choses dans l'Union européenne qui nous conviennent. Hein. C'est le cas par exemple d'Erasmus, c'est le cas par exemple de la mutualisation des moyens de la protection civile, c'est le cas des alliances dans le cadre de l'industrie, du développement économique. On a de gros enjeux qui vont arriver avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut qu'on puisse mettre en place des choses à l'échelle européenne pour être efficace. Sur de la coopération, aujourd'hui, clairement, le Rassemblement national plaide pour ça. Une Europe à minima pour une coopération entre États, loin de tout fédéralisme, évidemment. En tous les cas, c'est une évidence pour vous. Est-ce que dans le monde dans lequel on vit, avec ces guerres qui sont quand même aux frontières, qui sont tout près de chez nous, est-ce qu'il est raisonnable de penser que la souveraineté nationale de tel ou tel État peut nous permettre de vivre correctement ? Oui, je pense que le respect des souverainetés, c'est le respect des peuples, le respect des identités aussi de chacun, et qu'on ne peut pas confier le pouvoir de nos États à des gens qui ne sont pas élus, puisque en réalité, qui gouverne l'Union européenne, c'est la Commission européenne, c'est Ursula von der Leyen, et qui d'ailleurs en a profité à chaque fois qu'il y a eu des crises pour s'octroyer des compétences qui sont des compétences des États. On l'a vu avec la crise Covid lorsque elle s'est octroyée la compétence santé, on l'a vu avec la crise des migrants où derrière il y a un pacte asile et migration qui a été mis en place à l'échelle européenne pour relocaliser les migrants dans nos villages. Donc ça, c'est effectivement des aberrations. Nous, on pense que effectivement chaque État doit pouvoir rester souverain, et je pense que c'est l'objectif d'un certain nombre d'entre eux. On ne peut pas aller vers une Europe fédéraliste, voire même encore plus loin, puisque je crois que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était que l'Europe devienne quasiment un État unique, et ça serait
on serait noyé dans la mondialisation et notre identité Alors, prendrait un coup. Alors, vous parlez d'identité, vous êtes au sein du groupe Identité, au sein de l'Union européenne, avec des voix très discordantes. On a vu que Marine Le Pen avait pris ses distances par rapport à d'autres partis d'extrême droite sur d'autres pays. Comment est-ce qu'on peut faire une union, même à minima, avec des gens qui tiennent des discours très différents, notamment sur l'immigration? Alors, ce n'est pas des gens qui tiennent des discours différents. C'est-à-dire que chacun regarde aussi les intérêts de son propre pays. Les intérêts de l'Italie ne sont pas forcément les mêmes intérêts que les intérêts de la France. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout mutualiser. Je pense que on s'entend sur un certain nombre de sujets. C'est ça aussi l'objectif, c'est de s'entendre sur les sujets principaux. Je crois que sur la question migratoire, on est tout à fait en phase. Ce qu'on ne souhaite pas que Frontex, notamment, soit dévoyé et transformé, comme c'est le cas aujourd'hui, en agence d'accueil pour migrants. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que Frontex revienne à son rôle initial de protection des portes d'entrée de l'Europe avec de vrais gardes-frontières. C'est aussi pour ça qu'on a aujourd'hui chez nous Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, qui nous a rejoints, parce qu'il a vu aussi de l'intérieur la métamorphose de Frontex sous la pression de la Commission européenne. Il faut vraiment que Frontex retrouve son rôle initial. Alors, Jordan Bardella, donc votre tête de liste, il y a une petite musique qui monte, ça ne vous surprend pas que je vous pose la question. Et si le RN avait davantage de chance, là j'en reviens au panorama national en vue des présidentielles 2027, et si le RN avait intérêt à propulser Jordan Bardella plutôt que Marine Le Pen, qui, de l'avis de beaucoup, a touché son plafond de verre à plusieurs reprises, et peut-être même que la simple évocation de son nom est un frein à l'accès au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites, vous, le délégué départemental vosgien, par rapport à ça? Moi, je dis que c'est un binôme complémentaire, qu'on a besoin et à la fois de l'expérience de Marine Le Pen, qui est une expérience aussi de candidate à l'élection présidentielle, qui aujourd'hui travaille au sein en tant que présidente de groupe à l'Assemblée nationale, travaille le programme, le projet du Rassemblement national, et en parallèle, Jordan Bardella, qui lui a transformé le Rassemblement national en véritable machine aussi à gagner les élections. Je pense que les deux sont complémentaires. Oui, mais il n'en faudra qu'un en 2027. Les opposer, mais je crois que... Pour vous, c'est clair, ça sera Marine Le Pen, quoi qu'il en soit. Pour les prochaines élections présidentielles, c'est évidemment un ticket avec Marine Le Pen, présidente de la République, et Jordan Bardella, Premier ministre, comme ça a pu être annoncé déjà depuis quelques semaines. Et vous n'avez pas l'impression que le Premier ministre potentiel aurait envie d'intervertir les rôles, ou en tous les cas d'être calife à la place du calife? Non, je ne le pense pas. Il a une très grande relation de confiance avec Marine Le Pen, il le dit assez souvent, et donc il prend sa fonction aussi avec humilité. Jordan Bardella, qu'on avait rencontré lors de la foire de Pousset, qui avait sorti une vieille antienne du RN en disant clairement, l'immigration d'aujourd'hui, c'est la délinquance de demain. C'est une phrase qui peut choquer. Est-ce que vous en êtes conscient? Et qu'est-ce qu'elle veut dire finalement? C'est quand même un procès d'intention. C'est-à-dire que juger quelqu'un qui vient sur notre territoire et dire demain vous serez le délinquant de chez nous, c'est violent. Écoutez, si on remet la phrase dans le contexte, c'était au moment où on a relocaliser des migrants de Lampedusa à plein fin, sous les mensonges de M. Darmanin, qui avait dit qu'il n'y aurait pas de relocalisation de migrants en France. Et évidemment, sur les mineurs... on n'a pas constaté d'augmentation de la délinquance à plein fin, que je sache. Alors, sur les mineurs isolés, moi, je vais vous dire très clairement, on a des statistiques du parquet de Paris qui nous disent, par exemple, qu'en 2020, 30% des cambriolages et 32% des vols avec violence sont le fait de mineurs non accompagnés, 40% la même année... du moins ces mineurs non accompagnés représentaient 40% de la délinquance à Bordeaux, en 2020 également. Donc quand on a des statistiques comme ça parlantes, on ne peut pas nier le lien qui existe entre immigration et insécurité. On ne va pas faire de guerre de statistiques, mais moi j'ai un peu recherché le CEPI, Centre d'études, perspectives et d'information internationale, qui fait un peu référence, s'est appuyé sur des études internationales sur plusieurs décennies et conclut, je cite, l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Et on a également une expérience en Allemagne dernièrement, dans la Saxe, je crois, qui a montré qu'il y avait une peur de l'étranger chez beaucoup de populations, qui demandait à nous
nous médias, c'est pour ça que je vous parle de ça, de faire attention et de toujours préciser, dès qu'il y avait des actes de délinquance, l'origine des délinquants en question, c'est-à-dire une origine étrangère et allemande. Et depuis que c'est fait, visiblement, la peur, en tous les cas de l'immigration, a baissé. Donc faire attention aux études qu'on utilise aussi peut-être. Alors, c'est pas forcément des études que j'utilise. Là, on prend des chiffres du parquet. C'est vraiment la justice française. On n'est pas sur des simples études. Et puis, si on prend aussi l'Observatoire de l'immigration, vous avez du concret. Et puis, il suffit aussi de regarder l'actualité pour se rendre compte qu'il y a réellement un problème avec ces populations qui sont surreprésentées dans la délinquance et la criminalité. Mais aujourd'hui, plus personne ne conteste Avec des biais statistiques. Il y a quand même des chercheurs qui disent aussi qu'il y a le contrôle aux faciès qui joue forcément. Quand on est plus contrôlé, on est forcément plus enclin à être arrêté. Et puis avec des peines plus lourdes. Ce sont des choses un peu factuelles. Pour vous, il y a une évidence quand même, malgré tout? Bah, moi, très honnêtement, hein, je fais confiance à la police française. Je ne pense pas qu'il y ait de contrôle aux faciès, de violences policières, etc. Ça, c'est une rengaine qu'on entend souvent et qui nous vient souvent de la gauche. C'est factuel, contrôle aux faciès. Voire de l'extrême gauche. Mais non, je crois que dans la réalité, on le voit très souvent et on le constate. Il suffit de regarder aussi les statistiques dans nos prisons françaises pour se rendre compte que, oui, c'est une surreprésentation. Il y a une surreprésentation de ces populations-là dans nos prisons aussi par rapport à ce qu'ils représentent dans la population française. Ah, on va descendre d'une strate au niveau de la région avec la présentation en fin de semaine dernière à Verdun du pacte de la ruralité. Vous êtes conseiller régional, je le rappelle, Grand Est, et aujourd'hui même membre de la commission permanente. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a présenté Franck Leroy à Verdun sur la ruralité, qui est un thème majeur qui vous est cher, puisque vous êtes également conseiller municipal à la Vosges-les-Bains, zone rurale? Bah, écoutez, je pense qu'on a affaire à une vaste opération de communication de la part de Franck Leroy qui voulait essayer de démontrer que la région Grand Est était au plus près de ses territoires en délocalisant la séance plénière à Verdun. La réalité, c'est que cette grande région... Elle est trop grande d'ailleurs. Est trop grande et beaucoup trop éloignée des territoires. Elle ne peut pas agir en proximité. Elle souffre d'un défaut majeur de notoriété. C'est pour ça aussi d'ailleurs que Franck Leroy veut inciter, c'est même plus qu'inciter, c'est obliger les maires des communes à mettre des panneaux d'entrée de communes en disant la région aide ses communes avec le logo du Grand Est, ce qui va coûter des millions d'euros et puis rajouter de la pollution visuelle à la pollution visuelle. On trouve que c'est une aberration. Alors ce qu'on a voté à Verdun, alors évidemment le groupe Rassemblement National a voté pour, puisque c'est aussi pour montrer notre soutien à la ruralité, qui est un soutien indéfectible depuis le début du mandat, mais derrière on a une feuille de route qui reprend des mesures qui étaient déjà annoncées. Avec 4 pôles, je vous coupe, mais on va rappeler les 4 pôles: mobilité, cadre de vie, environnement et attractivité économique. Voilà, mais avec aucune nouvelle mesure. On continue avec les mêmes orientations. Je pense que voilà, c'est un résumé qui a été fait sur cette feuille de route, qui n'a même pas été chiffré d'ailleurs le jour de la séance. Alors on parle maintenant de 800 millions d'euros. Je ne sais pas si ce chiffre a filtré, j'imagine que oui. Écoutez, moi je l'apprends. Je vois qu'en fait... probablement qu'ils ont fait des additions d'un certain nombre de politiques déjà engagées dans le budget régional. Mais la différence avec le précédent pacte de ruralité qui lui était chiffré, lui détaillé, là on s'est quasiment prononcé sur un document presque vide, puisque moi qui suis intervenu sur le pilier mobilité, on a traité les mobilités en 1 page et demie. Je trouve que c'est peu quand même, compte tenu des enjeux aujourd'hui en termes de mobilité et surtout dans la ruralité. Allez, il nous reste 1 minute 30, on va descendre encore d'une strate au niveau vosgien. Où est-ce que vous en êtes? Combien de militants aujourd'hui? 500, c'est ça? D'adhérents. D'adhérents, oui, pardon. Aujourd'hui, on a dépassé les 500 adhérents, on commence à atteindre des records historiques. On a une dynamique qui est inédite en termes d'adhésion. C'est un flux continu d'adhésion et je pense que c'est de bon augure. Alors, il vous manque des élus. Pardon, je vous coupe, il faut vraiment qu'on aille vite. Il reste une bonne minute. Il n'y a aucun élu au département, ni dans une mairie conséquente. Pas de candidat à Rambervillers, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on se concentre... Alors que vous faites de bons scores à Rambervillers. On se concentre sur les élections européennes parce qu'il y a un vrai enjeu de mobilisation et que traditionnellement, on ne propose pas de candidats dans des élections partielles sans réel enjeu, ce qui nous laissera un petit peu plus de temps pour présenter des candidats dans les communes que nous identifierons pour les 2 ans à venir.
Gaëtan Dussaucet, qu'on avait parachuté lors des dernières législatives, qui a failli l'emporter dans la deuxième circonscription. Pas trop de son, pas trop d'images, il faut être tout à fait clair. Qu'en est-il? Est-ce qu'il va rester attaché? Il est conseiller régional Île-de-France. Il continue à venir régulièrement dans le département des Vosges. Il aura un rôle à jouer dans le secteur de la scrutins à venir. Déodacie. Je pense que évidemment, il a un rôle dans la fédération. Il est membre de notre bureau départemental, intervient régulièrement. Il était encore ce dimanche à Raon-l'Étape dans une de nos réunions ce samedi pardon à Raon-l'Étape dans une de nos réunions de proximité. Et il continue à s'impliquer aux côtés de Geoffrey Mouret sur le secteur de Saint-Dié, puisque même un bilan de mi-mandat a été présenté il y a quelques mois en arrière sur Saint-Dié. Où Geoffrey Mouret et Gaëtan Dussaucet avaient travaillé sur un document qui a été distribué aux Déodaciens. Donc on pourrait le revoir aux législatives et pas forcément sur une municipale, en clair? Je pense que, après vous aurez l'occasion de lui poser la question, je pense en direct, mais évidemment qu'il va continuer à s'impliquer fortement sur la circonscription. Pour finir, votre avenir personnel, vous, on sait que vous êtes attaché à cette commune de la Vosges-les-Bains, vous serez candidat, j'imagine, au municipal. Écoutez, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que je continue à faire un travail assez conséquent avec mon groupe et qu'on va amplifier ce travail dans les 2 années à venir en multipliant cette fois nos propositions à travers des amendements, à travers des motions, à travers des questions écrites, des questions orales. On va vraiment densifier notre travail à l'approche de ces élections. Sébastien Habert, délégué départemental du Rassemblement national, était notre invité. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine avec un format un petit peu particulier. On va recevoir alternativement les 2 têtes de liste des municipales à Rambervillers dont on parlait il y a quelques instants, à savoir Claude Bourdon et Jean-Claude Quinet. Très bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt.